Oui, donc bonjour à tous. Donc Florent Poupart, je suis psychologue clinicien et j'ai travaillé 8 ans en psychiatrie où j'étais dans une unité de réhabilitation psychosociale. Donc on pratiquait entre autres choses la psychoéducation. Et puis là actuellement je suis universitaire à l'université de Toulouse en psychologie clinique et psychopathologie. Alors je ne remercie pas Isabelle Lolivier de m'avoir introduit comme le critique de la journée. Je repensais au petit topo, je ne sais pas si Laurence Barré est partie, qu'elle nous a fait, très intéressant d'ailleurs, il y a quelques minutes, sur l'illusion groupale et sur les fonctions phoriques du groupe. Eh bien, me voilà le bouc émissaire tout désigné pour les projections agressives du groupe qui permettront de favoriser la cohésion. Bon. Donc, j'ai effectivement, je m'efforce d'avoir un regard critique, pas par principe, mais pour essayer de questionner un petit peu quels sont les enjeux cliniques de la psychoéducation. Et je voudrais simplement, assez brièvement en fait, je pense, mettre en évidence deux questions auxquelles je n'ai pas de réponse, très sincèrement, mais qui me semblent en tout cas importantes d'exister dans notre esprit à tous de soignants. D'abord, je voudrais dire que la psychoéducation, ça a été déjà longuement dit, je tiens à le répéter de façon très claire, elle dans la mesure où elle permet, elle vise en tout cas à redonner aux patients une place d'acteur dans leur prise en charge et à sortir un petit peu d'une posture d'infantilisation dans laquelle peut-être la psychiatrie longtemps les a maintenus. Elle est, la psychoéducation, à l'évidence, une pratique tout à fait nécessaire qu'il n'est pas question de remettre en cause en tant que telle. Voilà, je préfère être très clair sur ce sujet. La première question qui, moi, m'a interpellé dans ma pratique clinique auprès des patients concernés par la psychose, à qui on proposait des programmes de psychoéducation, c'est l'idée, je crois, que nous rencontrons tous quand nous faisons de la psychoéducation avec les patients, c'est-à-dire qu'on se rend d'emblée compte qu'on ne peut pas faire de l'éducation thérapeutique avec les malades psychotiques comme on fait de l'éducation thérapeutique avec d'autres malades qui présentent des troubles psychiques, je pense notamment aux patients bipolaires, et encore moins comme on peut faire de l'éducation thérapeutique avec des patients dans un contexte somatique, les diabétiques par exemple. Cette difficulté, si on veut peut-être la résumer, il faudrait un moment pour en parler, peut-être si on veut la résumer, elle me semble être liée à la question bien connue et de chacun de nous, la complexité du rapport à la réalité, qui est son essence même. Cette ambiguïté du rapport à la réalité dans la psychose, elle est multiple. On peut évoquer deux points très brièvement. La première, c'est que, et c'est un petit peu comme ça que je comprends, c'est quelqu'un qui intervenait tout à l'heure, Aymeric Languerrand, qui intervenait pour parler de l'entretien motivationnel, qui a utilisé le terme que je n'avais jamais entendu, d'insight partiel. Je crois que ça résume bien la question. C'est-à-dire l'idée que dans la psychose, il y a coexistence à la fois d'un rapport à la réalité que nous partageons, la réalité socialisée, et notamment la réalité de la maladie, de la nécessité d'avoir de bénéficier de soins, etc., bref, de l'insight, et d'une autre réalité qui, elle, est une réalité psychotique, délirante, en tout cas travaillée par le processus psychotique. Et que ces deux réalités, je crois, coexistent, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans un rapport de vase communicant, au sens où plus on renforce l'une, plus on affaiblit l'autre, mais qu'elles sont relativement indépendantes, qu'elles s'influencent assez peu. Et par ailleurs, cette ambiguïté, elle se complexifie du fait que ces deux réalités coexistent de façon asymétrique. J'entends par là qu'elles n'influencent pas de la même façon la manière dont un malade qui souffre de psychose va se positionner face au monde, face aux autres et face à lui-même, la façon dont il va agir, la façon dont il va mettre en œuvre ses croyances. Pour donner un exemple un petit peu grossier, un petit peu schématique, si un malade en phase délirante nourrit la conviction d'être milliardaire, il peut très bien aller malgré tout rencontrer ou demander à rencontrer une assistante sociale pour bénéficier d'une allocation.
et finalement assez rarement faire la démarche d'aller à la banque pour retirer les milliards. C'est-à-dire qu'il y a là deux réalités qui, à mon avis, ça ne dit rien de la conviction qu'il prête à ces réalités-là, mais elles n'agissent pas de la même façon sur sa façon d'être au monde. Donc cette complexité, la psychoéducation vient buter sur cette ambiguïté du rapport à la réalité qui est le propre de la psychose et nous oblige à inventer une psychoéducation spécifique et c'est évidemment complexe. Le risque, il est double face à cet état de fait, enfin ce que moi je considère comme un état de fait, c'est-à-dire que deux risques opposés. Le premier, c'est sous prétexte que c'est compliqué la psychoéducation, on n'en fait pas, et ça, c'est pas satisfaisant. L'autre risque, à l'inverse, c'est de ne pas tenir compte de cette spécificité de la psychose et de le faire de la psychoéducation auprès des malades psychotiques, comme on en fait dans d'autres pathologies. Je donne une autre précision, je ne parle que de la psychoéducation auprès des patients. Je ne parle pas de la psychoéducation auprès des familles pour lesquelles, évidemment, la question se pose de façon tout à fait différente. Donc ça, c'est la première question. Comment on fait de la psychoéducation dans un contexte où on a affaire à des patients qui, lorsqu'ils sont dans un état aigu, sont dans un rapport à la réalité fragmentaire. La deuxième question que je me pose, elle s'est posée un petit peu dans la façon dont je crois, le colloque aujourd'hui a été construit, en tout cas la façon dont les premiers échanges qu'on avait eus quand Isabelle Olivier m'avait sollicité par rapport à ce projet de colloque. J'avais été interpellé par l'expression de soignant-éducateur. Je crois qu'il faut distinguer deux façons de faire de la psychoéducation. D'ailleurs, quelqu'un dans l'auditoire ce matin est intervenu et a mis en évidence cette distinction-là qui me semble essentielle, même si j'en tire pas forcément les mêmes conséquences. Il faut distinguer une psychoéducation qu'on pourrait qualifier de structurée, de standardisée, ce qu'on appelle des programmes de psychoéducation, où on va faire de la psychoéducation dans un groupe de patients ou dans un atelier ou dans des entretiens individuels avec un psychiatre, ou avec un psychologue ou avec des infirmiers. Et une autre façon de faire de la psychoéducation qui est beaucoup plus diffuse et qui relève beaucoup, et là je reprends le terme encore une fois qu'une personne dans l'auditoire a utilisé ce matin et qui me semble très juste, qui relève d'une posture, une posture psychoéducative qui, elle, envahit, l'ensemble des espaces de soins. Elle n'est plus circonscrite à certains ateliers ou à certains types d'entretiens. Elle est une façon d'être soignant, ou plutôt une façon d'être en relation soignant-soigné, d'une façon générale. Par exemple, là encore, exemple grossier et schématique, quand un patient qui est en état aigu et qui souffre d'hallucinations, qui entend des voix, etc., et qui va s'en plaindre à un infirmier, à un psychologue, à un psychiatre, etc., la posture psychoéducative consiste à accueillir ce témoignage en le resituant dans la réalité de la maladie, en nommant le symptôme, en articulant le symptôme à des soubassements neurophysiologiques, à un diagnostic, à également une prise de traitement nécessaire. Vous entendez des voix, c'est une hallucination et ça fait partie des symptômes de la schizophrénie dont vous souffrez, etc., etc. Bien sûr, ça ne se fait pas de façon aussi abrupte, mais l'idée générale, elle est, me semble-t-il, celle-ci. C'est cette tendance à la généralisation de la posture psychoéducative dans la relation de soins qui me semble être questionnante et qu'on pourrait qualifier, d'où le titre de mon intervention, d'effets secondaires de l'éducation thérapeutique du patient. Tout cela amène, je crois, à questionner qu'est-ce que c'est au fond que la posture soignante. Je vous propose d'imaginer un axe, un continuum, qui irait d'un côté de la prise en compte de la réalité la plus objective et la plus concrète à l'autre extrémité, la prise en compte de la réalité, ce que les psychanalystes appellent la réalité psychique, la réalité subjective, le vécu
du patient, indépendamment de la réalité objective. Et si on imagine ce continuum-là, je trouve intéressant de situer les postures professionnelles des uns et des autres en santé mentale par rapport à ça. Grossièrement, on pourrait dire, le travailleur social, il est plutôt au plus près de la réalité objective. À l'inverse, le psychologue clinicien, voire le psychanalyste, il est carrément de l'autre côté, au plus près de la réalité psychique, même si, évidemment, c'est plus nuancé que ça. Alors si on se représente cet axe et ce continuum, quid des soignants en psychiatrie, notamment des infirmiers ? Dans la mesure où, comme je l'expliquais dans le petit résumé du programme aujourd'hui, ce qui me semble l'un des éléments qui me semble intéressant et significatif dans la posture infirmière en santé mentale, c'est qu'il y a une double fonction de ce point de vue-là. C'est-à-dire à la fois une fonction qui est très proche de la réalité objective, dans tout ce qui relève des soins du corps, des préoccupations pour le rythme de vie dans une unité d'hospitalisation, l'heure des médicaments, l'heure des repas, l'heure du coucher, le respect d'un règlement intérieur, le respect des prescriptions médicales, les prises de rendez-vous, les rapports avec les autres professionnels, les rapports avec le réseau, etc., etc. Ou la gestion, c'est pas très joli, mais l'articulation du travail avec les hébergements alternatifs, par exemple. Ça, c'est une fonction qui me semble au plus près de la réalité objective. Et en même temps, il y a aussi, de par la posture clinique des infirmiers, une attention portée à la subjectivité, à la réalité psychique, au vécu du patient, indépendamment du fait qu'il souffre d'une pathologie ou pas. Et comment on articule ces deux fonctions ? Voilà, moi, la question que je me pose et pour laquelle je n'ai pas de réponse. Et je crois que cette question, elle est encore complexifiée quand on parle de soignants-éducateurs. Parce qu'au fond, si on s'en tient à cet axe que je vous propose, et qui bien sûr est tout à fait discutable, mais si on s'en tient à cet axe que je propose, eh bien au fond, l'expression de soignant-éducateur relèverait d'une certaine façon d'une sorte d'injonction paradoxale. Est-ce qu'on peut être à la fois soignant et à la fois éducateur, c'est-à-dire dans la relation avec nos patients, quand ils souffrent de psychose, pouvoir à la fois les ramener à la réalité, si j'ose dire, pour dire les choses simplement, et en même temps être disposé à entendre ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils vivent en faisant abstraction de notre exigence de cohérence, de rationalité. Je crois qu'il y a là vraiment un défi pour la santé mentale contemporaine, qui est une santé mentale qui, encore une fois, intègre, et c'est tant mieux, les outils de la réhabilitation psychosociale, et notamment la psychoéducation, mais qui aussi a à faire avec la psychose qui est ce qu'elle est et qui nous impose, encore une fois, un certain nombre de réaménagements. Donc tout ça nous amène, au fond, à se questionner sur, enfin moi m'amène en tout cas à me questionner sur qu'est-ce que c'est que soigner en psychiatrie ? Si soigner, c'est éduquer, je ne sais plus ce que c'est, moi, soigner en psychiatrie. J'avais, dans un article, je ne sais plus quand, il y a quelques années, que j'avais publié chez vous, j'avais proposé là aussi c'était très schématique, mais moi ça m'aide à penser les choses en me les représentant comme ça. Je m'étais dit qu'il était intéressant de distinguer un petit peu comme je le fais là entre réalité objective et réalité psychique, entre posture éducative et posture soignante, distinguer le handicap d'origine psychique et la psychose. C'est-à-dire, je fais l'hypothèse que ces 20 ou 30 dernières années, tout le travail qui a été fait autour de la réinsertion, de l'autonomisation et en fait sur ce qu'on appelle aujourd'hui le handicap d'origine psychique, est venu peut-être un peu éclipser un autre aspect de la clinique à laquelle on a affaire, qui est la psychose, c'est-à-dire le fait que derrière cette perte d'autonomie, il y a aussi une spécificité du mode de fonctionnement psychique, dont j'ai dit 2 mots tout à l'heure en parlant de cette fragmentation du rapport à la réalité. Alors, cela pourrait peut-être amener à se dire qu'il y a d'un côté la réhabilitation psychosociale qui consiste à finalement s'occuper du handicap d'origine psychique, et de l'autre quelque chose qui relèverait d'un soin relationnel. On réintroduit la question du soin qui serait coupée de la question, en tout cas qui serait distincte de la question éducative. Et vous voyez que d'emblée, ça amène à questionner le travail pluridisciplinaire, la répartition des missions et des fonctions dans une équipe auprès d'un public qui présente des troubles psychiques et notamment du côté de la psychose. À l'extrême, on pourrait, évidemment c'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais à l'extrême on pourrait dire, pourquoi pas, que toutes les missions qui relèvent de la réhabilitation
psychosociales, que ce soit la psychoéducation, l'entraînement aux habiletés sociales, la remédiation cognitive, l'autonomisation aux gestes de la vie quotidienne, la réinsertion professionnelle. Est-ce que c'est bien le travail des soignants? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire au fond, ça c'est le travail des éducateurs? D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a 3 ou 4 des intervenants qui sont des experts, c'est pas mon cas, qui sont des experts en sciences de l'éducation. Ça vient dire qu'au fond, on a besoin d'aller chercher ailleurs que dans la question du soin pour nourrir cette pensée-là sur comment on fait de l'éducatif. Est-ce que nous soignants, je me mets dedans, est-ce que nous soignants, nous sommes les mieux placés pour faire de l'éducatif? Je crois que la question se pose. Et vous voyez que j'ai toujours pas répondu à qu'est-ce que c'est, parce que peut-être aussi j'en sais rien, qu'est-ce que c'est que soigner en psychiatrie, mais on peut en tout cas se référer à toute une tradition du soin en psychiatrie qui nourrit une posture clinique d'accueil de la subjectivité. J'avais utilisé cette expression, je crois aussi, dans un de ces articles, sur notre travail, c'est d'aménager des cadres dans lesquels la rencontre est possible. Voilà, dans une idée que, au fond, la psychose, c'est une maladie du lien, c'est une maladie du refus du lien, et que notre travail, c'est d'essayer de rendre à nouveau possible la relation, le lien entre les patients et le monde, et que donc en tant que soignant on a ce travail-là à faire. Aussi tout un questionnement sur la fonction soignante, tout un questionnement sur qu'est-ce que moi en tant que sujet, en tant que personne qui a aussi moi ma vie psychique, mes émotions, mon histoire, etc. Qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce que moi je ressens dans la rencontre avec ces patients-là, avec des patients qui présentent des angoisses massives, qui présentent des discours parfois très désorganisés, etc. Qu'est-ce que moi ça me fait, et comment ce que ça me fait peut devenir pour moi un outil pour comprendre les patients à qui j'ai affaire, et évidemment en dernier ressort, c'est notre but à tous, pouvoir les aider et apaiser leur souffrance. Et peut-être, et je terminerai là-dessus, pour boucler un peu la boucle que je propose là, peut-être que ce qui fait la spécificité de la fonction soignante eu égard à la position éducative, si on veut la distinguer, ce qui fait la spécificité de la fonction soignante auprès des patients qui souffrent de psychose, c'est peut-être justement de s'efforcer au quotidien et dans chacun des temps de partage, de rencontre, de relations avec les patients dont on s'occupe, de prendre en compte cette question de la spécificité de la psychose qui tient notamment dans la fragmentation du rapport à soi, qui se traduit d'abord et avant tout dans la fragmentation du rapport à la réalité. Voilà un petit peu les 2 questions que je voulais comme ça simplement mettre en évidence, et qui moi me passionnent, mais pour lesquelles encore une fois j'ai pas grand chose à dire. Merci beaucoup. On voit bien que